Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire de la team B2B de l'ADTEM suite au hackathon de l'ADTEM Hacker la crise. Post-confinement, quel management pour les équipes sales et marketing? C'est le sujet. On a ratissé assez large. Pour le confort, pendant ce séminaire, je vais vous demander de mettre votre casque éventuellement, mais de couper votre micro et votre webcam. Ça aidera la bande passante. Aujourd'hui, je me présente Elie Lieberman, je suis coprésident du club B2B de l'ADTEM. Je suis l'initiateur de l'initiative que vous avez sans doute vu passer, qui était Hacker la crise, début avril. Au début du confinement, on s'est dit que le rôle de l'ADTEM et d'autres associations, le cercle du marketing client, les DCF, French Road et Marketing Coach, mon entreprise, il était question de faire survivre à la crise. Donc, on a proposé aux participants de hacker la crise, ce qui a donné de nombreux échanges, 158 inscrits sur la plateforme du hackathon et maintenant des restitutions tout à fait riches et intéressantes dans les différents clubs de l'ADTEM. Alors, aujourd'hui, nous aurons Delphine Baumert, cofondatrice de Bankcast Company. On aura, je l'espère, Brigitte Robin, ma coprésidente du club B2B de l'ADTEM, qui travaille chez KSB, donc dans l'industrie. Nous avons Thibaut Duclosiou, qui est vice-président du DCF du Grand Paris, donc plutôt côté sales. Laurent Olivier, CEO d'Areci, agence spécialisée en B2B, et Michael Réau, CEO de SignedUp, l'outil de veille connu de tous, enfin je l'espère. Voilà, bienvenue à tous. On va démarrer. J'espère que tout le monde entend bien et que tout le monde est connecté. Alors, pour les participants, ceux qui assistent à ce webinaire, vous avez sur le côté droit de votre écran le chat. Si vous voulez poser des questions, plutôt que de le faire dans le chat, vous pouvez sélectionner l'onglet questions pour que les participants, les intervenants puissent vous répondre de manière spécifique. Voilà. Donc, ce webinaire en 3 grandes parties. Comment sortir de la distanciation commerciale liée à la distanciation sociale. Et on va donc parler de reprendre contact avec vos prospects et vos clients. Deuxième partie, quelles nouvelles formes de management sont apparues pendant la crise et vont rester post-crise, pendant le déconfinement, voire plus loin. Et donc, cette troisième partie, quels changements seront durables? Qu'est-ce qu'on va retenir de positif de la crise pour les entreprises et notre activité business dont on parle aujourd'hui? Alors, première question. Renouer le contact avec ses prospects et clients qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas entendus, enfin, ou au moins entendus, mais ils n'ont pas forcément envie de nous entendre. Thibaut, qu'est-ce que ça vous inspire en termes de démarche commerciale pour retourner sur le terrain? Alors, bonjour Elie, bonjour à tous. Je vais tout d'abord les sources. Donc, les DCF du Grand Paris, c'est l'association des dirigeants commerciaux de France pour le Grand Paris, c'est-à-dire 130 directeurs commerciaux qui sont réunis, membres, qui représentent 12 500 commerciaux et à peu près 320 milliards de chiffre d'affaires. Donc, tout ce que je vais vous partager, c'est l'objet de 28 réunions, ateliers, formations, webinaires qui ont eu lieu sur les 2 mois de confinement. Et en fait, ce passé éclaire l'avenir.
Et là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que les DIRCO ont travaillé ensemble pour respirer, s'inspirer, puis ensuite avancer surtout. Alors, par rapport à ta question qui est renouer le contact. Première chose, on a constaté qu'il y a eu déjà sur les clients et ensuite sur les prospects. Sur les clients, il y a les entreprises qui ont conservé le contact d'abord. Et le premier temps, c'est le directeur commercial est devenu le premier commercial et tous les jours, il s'est mis à rappeler des clients, ce qu'il ne faisait pas auparavant puisqu'il pilotait ses équipes. Ça, c'est la première situation et c'est la situation la plus favorable. La deuxième, c'est ceux qui ont arrêté la prospection, qui ont perdu confiance, qui ont arrêté plutôt le contact client. Et là, la question, c'est comment recréer le moment maintenant pour renouer le contact. Et là-dessus, je vais vous partager ce qui a été dit lors d'un webinaire où il y avait le président du Conseil national des achats, le médiateur des entreprises et les DCF. Et ensuite, il y a les prospects, bien sûr. Et les prospects, on a repéré 3 situations. Ceux qui ont fait stop, qui ont perdu confiance, ceux qui se sont réinventés et qui ont basculé leur monde traditionnel dans la digitalisation. C'était une accélération de ce qui était prévu dans le passé, mais sur lequel il y avait des freins. Donc ça, c'est une vraie capacité à renouer le contact avec les prospects, même en B2B. Et puis en fait, ceux qui ont continué, qui étaient dans un état d'esprit de combat et très positif, confiant dans l'avenir. Alors là-dessus, qu'est-ce que je peux dire? Première chose, c'est le passé nous a dit que à peu près tous les 15 jours pendant la crise, et ça sera une best practice pour le futur, les DIRCO ont revu le pitch de prise de contact avec leurs prospects ou leurs clients. Si je prends l'histoire réelle, le 20 mars, on se posait la question, mettre de l'empathie, comment cela va chez vous, quelle est votre situation, et nous sommes là pour vous. Puis le 3 avril, c'était comment vous vivez la situation, voici ce que font les autres, avez-vous des projets, voilà comment je peux vous accompagner. Puis on est arrivé à cette situation où il y a eu un partage global qui a permis de constater que les commerciaux qui avaient une discussion avec leurs prospects ou leurs clients avaient la chance d'avoir 2 fois plus de temps au téléphone. Ça, c'est le premier bénéfice de cette période-là et qui continue aujourd'hui. Et le deuxième, c'est qu'on pouvait poser des questions qui passaient du nice to have au must have. Les questions étaient, quelles sont vos priorités? Quels sont vos enjeux? Et quel est l'impact derrière? Donc vraiment de quoi identifier l'endroit où on allait pouvoir accompagner et avoir une vraie capacité à aider à prendre la décision pour nos clients. Ensuite, le 16 avril, on a évolué. C'est comment on commence donc le 16 avril, l'annonce de la sortie de crise du 11 mai est faite. Et là, les DIRCO sont passés sur un pitch qui est comment percevez-vous les semaines à venir? Donc, on rétrécit le temps. Êtes-vous sur la construction de la nouvelle roadmap? Et quelles sont vos priorités, enjeux, impact? Puis le 24 avril, on est basculé sur une autre situation, c'est un travail sur les réponses aux objections. Alors, les réponses aux objections, c'est « j'ai pas de budget, j'ai pas la tête à ça, vous n'avez pas honte ?» Et là-dessus, je vous invite tous à aller regarder ou à acheter la e-conférence de Michael Aguilar, qui était merveilleuse, pour redonner du boost, où il commençait ses réponses en disant « Attendez, moi, je suis très fier de prospecter et de vous prospecter parce que je vais vous apporter ce qui va vous permettre de regarder devant et de survivre à la crise. » Et puis là-dessus, il a développé plein d'argumentaires qui permettent de renouer le contact justement, même face à un prospect qui se sent très stressé au fond de lui-même lié à sa situation en entreprise. Et donner confiance. Donc, on passe à effectivement un deuxième point qui est l'importance de la confiance dans cette relation commerciale. Comment inspirer confiance sans hypnotiser son prospect. Delphine, une remarque sur cette notion de confiance dans le commerce, dans la relation commerciale? Oui, bonjour à tous. Donc Delphine Borner, cofondatrice de Bancast. Alors effectivement, générer de la confiance, c'est pas comme cas hypnotiser un prospect dans un temps très court, parce que ça c'est éphémère et en fait ça va pas marcher. Cela dit, il existe quand même des déclencheurs. Donc tu disais, inspirer de la confiance, c'est la base dans la vente, mais encore plus en ce moment, puisque on est dans une période d'incertitude. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, et ce que la communauté aussi Bancast a remarqué, c'est que même si l'entreprise va bien, il y a quand même une tendance à restreindre le budget,
Les prospects n'ont pas trop droit à l'erreur vis-à-vis de la direction, qui leur demande de se concentrer sur l'essentiel. Du coup, si on n'arrive pas à générer cette confiance, en fait, ils ne nous répondent même pas. Voilà, donc la question se pose, comment rassurer ces prospects? Il y a plein de bonnes pratiques qui existent et moi, je vais vous en partager quelques-unes de la communauté Bancast, qui est donc une plateforme de partage de bonnes pratiques entre sales. Alors, par exemple, vous pouvez utiliser la recommandation d'un client existant. Donc, un contributeur racontait qu'au moment où son prospect est en train de faire un benchmark sur d'autres solutions, donc la sienne et d'autres solutions, Yannick, donc en l'occurrence, se renseigne sur quelles solutions sont en concurrence avec lui. Et ensuite, il trouve un de ses clients qui avait étudié ces solutions, ou même encore mieux, qui a migré d'une de ces solutions vers la sienne, et il lui demande de directement envoyer par mail les raisons pour lesquelles il a choisi la solution de Yannick. Donc ça, c'est une super technique que nous aussi on utilise chez Bancast, puisque en fait le prospect se projette en se disant si cet homologue plus avancé que moi a choisi cette solution alors qu'il avait la même problématique, quelque part je vais aussi faire le bon choix puisqu'il en est satisfait maintenant. Une autre technique qu'on peut utiliser qui a été partagée, c'est donc en trouvant un point commun. Hélène qui explique qu'avant le premier rendez-vous, elle se renseigne bien sûr toujours sur l'entreprise, mais aussi systématiquement sur le prospect et pas seulement son rôle, mais aussi ses centres d'intérêt. Donc l'idée c'est de trouver donc sur Google directement un point commun. Et là en l'occurrence, elle avait trouvé qu'ils partageaient tous les deux une passion pour la moto, puisqu'elle a vu qu'ils faisaient partie d'un club. Et lors du premier rendez-vous, elle en a parlé. Et forcément, ça crée de la confiance puisque, en fait, c'est un mécanisme d'association. Puisqu'il a confiance dans tout ce qui est moto, il va aussi avoir confiance en vous si vous lui parlez de son centre d'intérêt. Donc ça fonctionne aussi plutôt bien. On peut aussi utiliser la technique de pied dans la porte. Donc là, l'idée, en fait, c'est de proposer petit à petit des choses qui sont du moins engageant vers le plus engageant. Et donc, des choses gratuites au début. Adeline qui explique que pour convaincre une grosse entreprise, Disney, elle a déjà commencé par proposer en fait un audit gratuit sans engagement, ce qui lui a permis de démontrer du coup qu'elle était digne de confiance en rendant déjà un audit de qualité. Et ensuite, elle a co-construit un pilote avec l'équipe décisionnaire pour les embarquer avant de du coup répondre à tout l'appel d'offres. Voilà, donc c'est comme des poupées russes, et je vais finir là-dessus, c'est comme des poupées russes, et là l'idée c'est de travailler aussi avec le marketing pour réfléchir, c'est marketing, c'est quoi vos poupées russes à vous en fait qui permettent effectivement de générer cette confiance. Nous chez Bancast, on l'utilise clairement par exemple avec l'essai gratuit, et ça fonctionne super bien. Merci. Donc ça c'est une des choses à faire. Une autre chose à faire, c'est regarder ou écouter les évolutions du marché. Michael, spécialiste de la veille, ça intervient à quel moment? Alors, effectivement, pour compléter et confirmer ce que disait Delphine à l'instant, dans un contexte comme ça de sortie de crise où les esprits sont focalisés sur la reprise et l'urgence, d'avoir une approche qui soit ciblée, contextualisée, avec une proposition de valeur claire et percutante dans l'approche commerciale, elle est plus qu'essentielle, parce que sinon on a vite fait de déranger et de passer à côté de la préoccupation du moment. Donc, au-delà des recherches ponctuelles, clairement la veille peut amener un flux régulier d'informations pour renforcer, compléter la connaissance client, prospect, la meilleure compréhension aussi de son secteur, de son marché, de savoir prendre la température, d'avoir un certain nombre d'insights de façon à être bien en phase, un peu comme une pédale d'embrayage. La reprise, c'est une réaccélération, c'est une resynchronisation des écosystèmes. Et donc, tous les jours, la situation, les états d'esprit évoluent. Et seule la veille permet à une équipe marketing et commerciale d'avoir une vision suffisamment à jour quotidiennement pour savoir justement prendre ce pouls. Et c'est ce qui va permettre de construire et d'intégrer dans son propos un discours qui soit le plus pertinent et personnalisé possible. Donc, une recommandation, mais qui est une vérité générale, c'est juste que la crise vient un peu exacerber la nécessité de ces bonnes pratiques, serait de profiter là de cette période qui est en
un peu en transition pour bien définir quelles sont les informations qui sont utiles pour vos équipes en interne, de cartographier quel type d'événements, de risques, d'opportunités, quelles sont les tendances, quels sont les acteurs clés, quelles sont les innovations, bref, tous les axes de veille vraiment personnalisés par rapport aux besoins de chacune de vos équipes qui vont pouvoir leur amener, grâce à un dispositif de veille, en push régulièrement des informations qui vont les nourrir, soit pour rebondir en réactif sur une actualité, par exemple, d'un client ou d'un prospect, ou tout simplement pour bien s'imprégner du contexte général du marché et de l'environnement. Donc, c'est de la résilience de l'entreprise par un bon système d'information dont il s'agit. En clair, la veille aujourd'hui, en la mettant en place, ça va permettre d'avoir des armes supplémentaires pour la relance. Et puis, à moyen long terme, ça permet aussi de se préparer à être plus résilient et être mieux informé demain. Ce qui nous amène au point suivant, qui est comment je communique les informations que j'aurais éventuellement détectées dans la veille, mais surtout ma valeur ajoutée. Laurent, sur la partie communication, pas plus expert que toi. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les demandes des clients en termes de communication en ce moment? Effectivement, la période a exigé de se poser des questions sur la forme et le fond. Hein. C'est clair qu'on a dû ajuster les prises de parole de nos clients. Alors déjà, dire qu'on a constaté une vraie différence entre certains clients, je dirais, de culture peut-être plus américaine, qui ont, eux, décidé un peu de saisir cette période pour en faire un alibi de communication, un alibi dans le bon sens du terme, en essayant de proposer des réponses, et ont très vite décidé de surinvestir pour prendre la parole. Alors, on va dire à moitié parce qu'aussi ils voulaient protéger et préserver leur business, mais aussi à moitié avec une vraie vision d'une prise de parole de marque, premièrement. Et puis, de l'autre côté, les entreprises plus françaises ont commencé à tout couper, tout serrer et tout arrêter avant, effectivement, de redémarrer dans un temps de. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on a constaté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Nous, dans les réflexions que l'on a autour des campagnes, on essaie de travailler autour de 3 mots-clés, hein, je vais vous donner, qui sont cohérence, espérance, performance. Donc, l'idée de la cohérence, c'est qu'on l'a un petit peu tous vécu avec des histoires de masse, c'est que toute communication qui n'est pas très cohérente ou qui essaye de pas être très claire, ou en tout cas qui n'est pas très claire, nuit plus qu'elle sert. Donc, dire attention, on ne peut pas renier ce qu'on était et ce qu'on a dit depuis des années. Il faut qu'on soit cohérent avec les messages que l'on dit. Donc, premièrement, cohérence. Deuxièmement, espérance. Néanmoins, très vite sortir un peu des messages, on est là pour vous, pour la crise, etc., mais de donner un peu une espérance, en apportant plutôt des solutions, des réponses. C'est ce que disait un peu Thibaut au début, sur se positionner vraiment comme je suis pas là pour vous vendre quelque chose, mais je suis là pour vous apporter des solutions et vous aider déjà à redémarrer après la crise. Et puis la notion de performance, c'est peut-être aussi se poser des questions sur justement une performance différente. Pas simplement une course à la quantité, peut-être aussi de se dire que voilà, la période veut aussi qu'on travaille peut-être un peu différemment pour rechercher peut-être un peu plus de qualité et d'excellence dans la réalisation des messages, de la qualité dans la génération de leads et pas chercher absolument la quantité, de se concentrer sur ses clients plutôt que peut-être toujours aller chercher des prospects. Voilà. En tout cas, c'est les 3 mots sur lesquels on a travaillé et qu'on continue de travailler actuellement. Ok, très, très bien. Alors, sur la partie communication, mais aussi recentrage marketing sur le core business, est-ce que la période est propice à créer de nouvelles choses, ou est-ce que il faut communiquer sur sa raison d'être principale, enfin vraiment se recentrer sur son core business? C'est quoi la tendance, Laurent? Alors, nous, chez RSI, on dit B2B, c'est pas business to business, c'est brand to business. Donc, de toute manière, les deux doivent aller ensemble. On
ne fait pas un bon business si on ne donne pas de la valeur, y compris la valeur de sa marque. Il ne faut pas oublier qu'en B2B, la marque est un élément clé de confiance. Qu'en B2B, un acheteur ou un opérationnel ne sera jamais parce qu'il a acheté le moins cher, mais par contre, il sera vraiment, je dirais, dézingué s'il a acheté quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, l'important, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça va rapporter. C'est ça la logique. Donc, il faut effectivement trouver un bon équilibre entre apporter de la valeur, de la réassurance avec sa marque, mais en même temps, néanmoins, on est toujours là dans une démarche business, donc il faut pas simplement faire des grandes déclarations très éloignées des préoccupations ou de la légitimité de la marque. C'est important aussi, ne pas trop s'éloigner de son territoire d'expression, parce qu'on n'est pas légitime, une marque B2B n'est pas légitime d'aller parler des sujets qui ne sont pas les siens. Ouais, très bien. Est-ce que Thibaut, est-ce que côté commercial, il y a aussi cette instruction de rester centré sur son core business en termes de démarche commerciale? Oui, complètement. Et pour rejoindre ce que dit Laurent, Allô? On a un petit souci avec… On a perdu Thibaut. Oui, on a perdu un problème de connexion. Bon, eh bien… Alors, ce que je peux dire, moi, Élise, effectivement, ça demande un travail d'alignement des équipes commerciales entre le discours marketing, le discours commercial, parce que les commerciaux se posent aussi des questions. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Est-ce qu'on avait le droit de parler du Covid? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de la reprise? Donc, il y a eu un travail nécessaire d'explication, de pédagogie pour aussi faire comprendre aux commerciaux quelles étaient les prises de parole de l'entreprise, comment elle se positionnait, quels étaient un peu les éléments de langage. Parce que chacun réagit lorsqu'on est aussi commercial avec sa personnalité, donc d'autres avec plus détachés, d'autres plus dramatisant une situation. Donc, il fallait que l'entreprise explique aussi le juste ton à adopter de manière commerciale. Mais peut-être que Thibaut peut compléter en expliquant effectivement comment commerciaux et marketing devaient être bien alignés pour justement être cohérent, cette idée de temps, parce que comme en plus c'était plus compliqué la coordination au sens réunion, voilà, le marketing ne pouvait pas avoir un discours et puis les commerciaux en avoir un autre parce qu'on ne s'est pas coordonné et que le marketing soit hyper positif et que les commerciaux soient hyper négatifs, c'est pas possible. Thibaut, je te repasse la parole, on va vite te retrouver. Oui, pardon. En fait, deux histoires là-dessus. Je pense que vous pouvez trouver sur le web, et c'est facile à trouver, l'histoire de Cégide, par exemple, où le marketing et les commerciaux ont réagi quasiment en temps réel avec le confinement, où insight des commerciaux, c'est aujourd'hui nos experts comptables, nos clients experts comptables vont devoir donc se confiner, ils vont devoir avoir tous leurs outils en mode SaaS. C'est pas le cas aujourd'hui, ils sont plutôt en mode VPN ou un peu fermé. Comment on peut faire pour créer une offre qui, en 24 heures, permet à un cabinet d'expertise comptable de basculer? Là-dessus, marketing et tech ont travaillé. En moins d'une semaine, ils ont réagi. Une offre a été poussée et Cégide a pu basculer quasiment tous ses prospects, tous ses clients en mode SaaS en une semaine de temps. Donc, remarquable, cet alignement sales marketing. Deuxième histoire, dans le monde de la peinture, où depuis longtemps, il y avait un projet de mise en vente de peinture sur le web, du e-commerce, mais beaucoup de freins au sein de l'entreprise. Beaucoup de freins. Non, mais la peinture, il y a besoin de conseils, d'accompagnement, de ceci, de cela. Et en fait, il y avait un mini-projet qui était en live, qui était accéléré parce que le DIRCO et le DIR Marketing se sont plus parlé et les ventes ont été multipliées par 100. Et donc, le commercial a commencé à avoir un autre discours, a eu une autre position, un autre accompagnement, et le marketing a mis en œuvre la stratégie et a déployé tout ce qui est le fait de contacter le client. Donc, oui, il y a eu un très gros alignement, une sorte d'accélération du temps quant à la digitalisation et un recadrage des discours pour être plus précis. Mais ça, c'est encore un autre point, c'est… vendre en visio, ça nécessite de travailler beaucoup plus le discours.
Parfait. Alors, de tout ça, apparaissent des nouvelles manières de manager, de nouvelles manières de fonctionner dans les entreprises. On passe donc à la deuxième partie. Michael, est-ce que tu peux nous parler de tout justement cet engagement interne qui a été augmenté et de la collaboration avec le monde externe de l'entreprise, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, l'aval et l'amont de l'entreprise? Oui, on a déjà une économie qui est devenue contributive, qui va progressivement être de plus en plus circulaire. Et on est à l'ère de l'intelligence collective, que ce soit en interne ou en externe, avec des logiques d'écosystème et des chaînes de valeur qui sont plus agiles, plus complexes qu'auparavant. Donc, ça modifie évidemment le management aussi bien de l'interne que de l'externe. Si on parle de management au sens RH, c'est clairement l'horizontalité, la décentralisation qui est en train de prendre le pas. Et tout ça, ça nécessite de pouvoir baser le management sur la confiance, l'autonomie, et c'est encore plus vrai avec le télétravail qui a eu un boost énorme. Pour ça, il y a des outils qui ne débarquent pas de la crise, qui remontent à une quinzaine d'années, qui s'appelle l'IBET, par exemple, l'indice du bien-être au travail, qui est un excellent outil de pilotage managérial pour gérer ce contexte, et que chez SynUp, on a commencé à utiliser chez certains clients pour les aider dans le management de l'information. On pourrait se dire quel est le lien entre bien-être au travail, engagement des collaborateurs et l'information. C'est qu'en réalité, la veille collaborative, elle nécessite, comme à peu près toutes les démarches collaboratives, un bon niveau d'engagement des équipes. Sur des équipes désengagées, une démarche collaborative est à peu près un échec à 100%. Donc, c'est un préalable, cet aspect RH. Et pour venir plus sur l'aspect management de l'information, ce qui est important, c'est d'avoir des dispositifs qui soient en réseau, transverse, avec une gouvernance de l'information et des processus métiers décisionnels qui soient bien définis. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur bien définir quelles sont les informations utiles, les cartographier. Et c'est vrai aussi sur le qui a besoin de quoi et qui va réagir à tel ou tel type d'information. Donc là, le lien, évidemment, marketing, sales, il est plus que obligatoire pour que ça puisse s'opérer. C'est-à-dire que le marketing va avoir besoin de la part des sales d'une expression claire des informations qu'ils attendent. Mais à l'inverse, il va falloir aussi qu'il y ait une redescente par le marketing d'insights qui soit en réponse à ces attentes très opérationnelles et concrètes que peuvent avoir les commerciaux. Donc, entre la remontée de terrain et l'orchestration d'outils analytiques sur notamment le digital et le web pour redescendre ensuite aux commerciaux des informations, ça va nous permettre d'être dans une logique à double sens de la bonne information au bon moment, valable aussi bien pour la communication externe en marketing automation que en restitution d'informations captées dans l'environnement extérieur grâce à la veille stratégique. Parfait. Autre point, c'est ce fonctionnement en écosystème dont tu parles. Laurent, est-ce que en termes de communication ou de fonctionnement avec les fournisseurs et les clients, est-ce que des choses sont en train de changer ou ont déjà changé avant la crise et sont accélérées par notre nouvelle façon de travailler? Oui, ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'on a constaté la constitution un peu, je dirais, de task force pour être plus réactif, pour accélérer les décisions face à l'urgence, et on a été capable de faire des choses extrêmement rapidement parce que les cycles de décision étaient accélérés. Après, je pense que le quotidien, la réalité fait qu'on retrouve des habitudes et des méthodes de fonctionnement parce que faire du quick, souvent c'est quick and dirty.
Donc, pourquoi pas, lorsque sur certains points, il faut savoir être réactif, mais néanmoins construire une relation en digital pour faire vivre une super expérience, bah, ça se fait pas en quick. Parce qu'il faut tout interconnecter, il faut tout coordonner. Et donc, c'est difficile de faire du perfect and quick. Voilà. Donc, oui, on a su faire du quick and dirty pour être efficace. Que, ben, prendre la parole sur des messages d'un peu d'urgence, il fallait le faire d'urgence parce que sinon, il n'y a pas du tout de légitimité. Mais je pense qu'effectivement, on est plus sur de la création de valeur sur du long terme. Et donc, il faut se donner le temps de faire les choses bien et de construire un écosystème et une relation digitale structurée. Ok, ça c'est côté agence. Côté annonceur, Brigitte, bonjour. Est-ce que pour une entreprise comme la tienne dans le secteur industriel, est-ce qu'il y a des choses qui changent dans l'écosystème? On ne t'entend pas. Micro. Ah, de loin. Très très loin. Voilà. Ça y est. Ah. On essaye? Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux? D'accord. Alors, avec mes excuses pour cette déperdition du son. Oui, alors, donc nous sommes une entreprise du secteur industriel et donc nous nous inscrivons dans une filière avec, nous livrons des biens d'équipement à d'autres industriels qui eux-mêmes livrent à des communautés de communes, à différentes cibles. Ce qui nous a intéressé et qui a été nouveau dans cette période, c'est qu'au-delà, qu'on peut réfléchir, ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte, c'est qu'on peut réfléchir au-delà de sa seule entreprise et de sa seule relation interne et en aval avec son client. C'est ce que nous avons été amenés à faire. Nous avons des produits qui ont été nécessaires pour les activités essentielles, hein, notamment l'eau potable, pour faire court. Et nous avons eu besoin de nous rapprocher aussi de nos fournisseurs et de discuter aussi des conditions pour être présents ensemble, qu'ils assurent une certaine présence en amont de façon à pouvoir créer les conditions de pouvoir livrer nous-mêmes nos clients qui étaient eux-mêmes assujettis à des obligations de continuité de service. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, de pouvoir remonter dans la filière et d'avoir… en fait, on ressort de cet épisode en étant plus fort dans la filière, en travaillant avec ses fournisseurs. C'est-à-dire, mon conseil, ce serait effectivement de réfléchir non seulement à son rapport avec ses clients et avec toute l'infrastructure et l'écosystème interne de l'entreprise, de façon à pouvoir livrer ses clients à temps et puis aussi livrer en information et pas simplement en produits, en curiosité, en préparation à la reprise. C'est beaucoup ce qu'il y a dans les têtes aujourd'hui. Nous avions nous-mêmes fait tout l'exercice dont parlait Monsieur Ducléziou au début, c'est-à-dire d'aller comme ça checker tous les thèmes de communication depuis de façon à être synchrone en termes de messages. Et nous avons aussi inclus dans notre réflexion les fournisseurs, comme je disais, parfois aussi la logistique, le transport, en fait, des services qui sont associés aux services en aval. Et c'est un enseignement très enrichissant et qui montre aussi toute une possibilité de relations et de messages qui viennent enrichir les messages purement core business dans la relation avec nos clients. On y reviendra tout à l'heure sur les choses qui resteront de la crise. J'invite d'ailleurs tout le monde à répondre à l'onglet sondage sur qu'est-ce que vous pensez qui va rester
post-crise. Ce sera intéressant de regarder ce que les uns et les autres pensent par rapport à ça. Justement, Delphine, on a parlé de collaboration écosystème interne, externe. En interne, on parle depuis 20 ans de casser les silos. C'est pas si facile de tout exploser. Est-ce que tu as une remarque ou une réflexion par rapport à ça? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, en cette période, c'est important de s'adapter. Donc, c'est important d'essayer d'être malin. Et à plusieurs, on est plus malin. Donc, l'idée, en fait, c'est de s'entraider, de s'associer, de passer de commercial à business partner. Donc, ça, c'est une notion qui nous est chère chez Bancast. Business partner, ça va plus loin que le conseil parce qu'il y a une idée d'action. En fait, on va jusqu'à co-construire des solutions avec le fameux écosystème et notamment dont parlait Michael. Donc, c'est pas juste le manager, c'est chaque membre de l'équipe, sales et marketing, qui doit créer son écosystème à son niveau pour contribuer à tirer son entreprise vers le haut. Alors, des exemples, comment faire du coup, ça va être par exemple aller chercher des bonnes pratiques au-delà de son entreprise parce qu'on est forcément limité par la culture de son entreprise. Voilà, donc, se demander toujours comment on peut faire mieux. Il y a une idée de responsabilisation aussi. Rejoindre des réseaux de son secteur pour rester à jour, alimenter les discussions et donc aider les prospects avec ces éléments puisqu'on est sachant. Étendre, ça permet aussi d'étendre son réseau et d'être recommandé par les membres des réseaux qu'on rejoint. On parlait tout à l'heure de confiance. Donc clairement, ça marche. Nous, on a rejoint notamment les dirigeants commerciaux de France et effectivement, ça nous a aidés. Voilà, donc être business partner, c'est aussi organiser ou participer à des événements, à des webinars avec des partenaires, comme on est en train de le faire, pour générer de la confiance et aussi croiser les communautés. Puisque effectivement, on va se faire connaître de la communauté des autres. Donc tout ça, les alliances, les collaborations, c'est pas réservé qu'aux grandes boîtes. C'est un état d'esprit qu'il faut réussir à insuffler dans votre entreprise pour que tous les membres se sentent autorisés à effectivement tirer leur entreprise vers le haut. Alors après, on sait très bien, moi-même été manager, c'est difficile pour un manager de lâcher un petit peu prise. Mais le problème, c'est qu'en fait, les managers, ils n'ont pas forcément le temps de faire tout ça. Il y a un goulot d'étranglement. Donc en fait, ils doivent encourager leurs collaborateurs à faire tout ça, tout en pilotant, tout en faisant circuler l'information en interne avec les autres services et en veillant à ce que ces démarches soient efficaces. Donc ça, c'est le nouveau rôle du manager aujourd'hui. Ok, parfait, on va avancer. Maintenant, pour cette troisième partie, on va attendre que tout le monde ait répondu au sondage. Enfin, on ne va pas attendre, pardon, que tout le monde ait répondu au sondage. Mes premières réflexions, c'est la digitalisation forcée. On voit dans la presse et sur LinkedIn ou les forums apparaître le bénéfice du Covid, de la crise du Covid. On a gagné 3 à 5 ans d'accélération de la transformation digitale. Laurent, sur cette partie pratique du digital, Arecy est très avancé, déjà expert sur la partie marketing automation bien avant la crise. Est-ce qu'il y a d'autres parties de la transfo digitale qui sont à l'œuvre maintenant et qui vont rester? Alors, ce qu'on a vu et ce que l'on voit, c'est que, en tout cas, les sujets techno n'ont pas été arrêtés. Nous, dans le business qui s'est plutôt bien porté et sur lequel il n'y a pas eu de remise en cause, c'est la montée en excellence digitale de l'expérience que les marques souhaitent proposer à leurs prospects clients. Donc, ces projets n'ont pas du tout été arrêtés et ont continué normalement. Après, on n'a pas vu d'accélération ou de création de nouveaux besoins. Je dirais, nous, ce que l'on voit juste, mais c'est pas lié à ce qui s'est passé, c'est une recherche permanente d'essayer de se dire comment on peut être certain
d'investir chaque euro sur le bon levier. C'est ça, en fait, notre travail permanent, c'est de faire en sorte de maximiser l'enveloppe budgétaire que l'on a pour que chaque euro serve le mieux les intérêts. Donc, c'est mieux ciblé par tous ces éléments qui permettent effectivement de détecter des signaux faibles, des signaux forts, de travailler mieux sur des leads plutôt tièdes et chauds que des leads froids, et mettre en place une stratégie ABM plutôt qu'une bande, parce qu'en ABM, on va se concentrer sur les comptes qui comptent et non pas saupoudrer très largement. Voilà, c'est ça qu'on a vu un petit peu comme questionnement. Pas de révolution, plutôt une même logique qui est de rechercher un peu l'excellence dans la performance digitale et d'essayer de rentabiliser chaque euro investi. Oui, j'imagine aussi que les situations selon les tailles et les secteurs. Brigitte, tu étais tu es toujours dans un secteur qui était vital, donc pas arrêté dans le fonctionnement par la crise du Covid. J'imagine que d'autres entreprises Est-ce que vous avez fait beaucoup appel au télétravail, par exemple, Oui. des outils? Oui, systématiquement. Alors, nous étions fournisseurs d'entreprises qui étaient assujettis à des obligations de continuité de service. Et effectivement, donc, nous avons immédiatement basculé l'ensemble des personnels sur le télétravail. Ce qui a, et c'est là où on s'est aperçu, bien sûr qu'on le sait, mais on a pu vraiment, je dirais, tirer notre chapeau aussi à tous nos collègues de l'informatique pour avoir pu équiper en très 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 peu de temps plus de 500 personnes de façon à transformer, à assurer la continuité de travail à partir de son emplacement personnel, et donc à muter toutes les connexions. Ça s'est passé en quelques jours. C'était assez considérable à voir. Et puis, et là, on se dit, en cas de nécessité, on peut quand même faire énormément de choses très, très au-delà de ce qu'on imagine. Donc voilà, en quelques jours, on a été équipés pour pouvoir poursuivre notamment tout le travail des commerciaux, mais pas que, toutes les interfaces usines. Et immédiatement, dans les usines, on a mis en place toute la partie distanciation sanitaire. Alors, distanciation sanitaire, ça veut dire ce que vous connaissez tous aujourd'hui, c'est-à-dire bien respecter ces distances. Et bien évidemment, avec le fait que les personnes aient à s'occuper de leurs enfants depuis chez elles, avec le télétravail. Donc tout ça, ça a vraiment beaucoup modifié nos façons de travailler. En tout état de cause, notre entreprise a pu conserver 70% de sa capacité de production, ce qui est très supérieur à la capacité de production de l'industrie en France. Et on a eu un engagement extrêmement fort de l'ensemble des équipes, depuis la direction jusqu'au tout le monde inclus. Donc là, au niveau du télétravail, pour revenir à notre sujet sur le digital et le numérique, pour nous, c'est une accélération extraordinaire du télétravail, puisqu'on le pratiquait, on était en partie équipé, mais pas complètement équipé. Et il a bien évidemment fallu, comme beaucoup d'entre vous, s'habituer, s'adapter. Et on s'adapte assez rapidement. On trouve assez rapidement nos marques. Et il est certain qu'avec une reprise, pas tout à fait à la normale, bien évidemment, puisque le danger existe toujours, mais avec un retour à un équilibre dans le mode de travail, le télétravail restera. Alors, je ne peux pas vous dire précisément dans quelle concentration, quelle partie du temps de travail, mais les personnes ont exprimé une certaine appétence pour continuer
à pouvoir télétravailler. Très bien. Il y a aussi, enfin moi je l'ai vu chez certains de mes partenaires qui sont dans l'IA, un robot, il est là, il est tout le temps, que ce soit des chatbots ou des choses plus sophistiquées, des projets d'IA qui sont pas forcément accélérés, mais en tout cas la demande est croissante sur des outils de productivité qui vont être mis en place pour être là tout le temps. Côté ubiquitaire, je suis là 24 heures sur 24 en termes de réponse à des prospects ou à des clients. Michael, justement sur autre phénomène, cette partie de création de valeur partagée, qu'est-ce qui se passe pendant et qu'est-ce qui risque de rester après la crise? Le concept de création de valeur partagée, il a été décrit la première fois. Allô? Oui, on t'entend. Ça passe bien, oui. Il a été, excusez-moi. Il a été décrit en 2011 dans Harvard Business Review par Michael Porter, qui est un économiste qui est important dans notre secteur de la veille et de l'intelligence économique, parce que c'est aussi lui qui a un petit peu conceptualisé ce qu'est l'intelligence économique. Donc, on suit évidemment de très près ses publications. Et la valeur partagée, en fait, ça consiste tout simplement à aligner la création de valeur économique avec la résolution de défis et la réponse à des besoins de la société. Donc, ça paraît en soi simple, mais évidemment complexe à opérer dans la réalité, surtout pour des grands groupes. Ça rejoint la loi Pacte, les réflexions autour de la raison d'être, la question des valeurs, de la raison, de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est en lien avec les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Tout ça c'est pas nouveau, hein, simplement c'est amplifié par la crise. Ça va continuer de s'inscrire durablement dans la transformation marketing, managériale, dans le positionnement et la stratégie des entreprises. Et un élément à prendre en considération qui est important, c'est la transversalité, encore une fois, et l'aspect pluridisciplinaire. Donc, cette transversalité, elle est en interne, mais la pluridisciplinarité qui consiste aussi à pouvoir travailler en écosystème inclusif avec des partenariats multisectoriels pour être en capacité d'innover dans des contextes aussi complexes que ceux du monde d'aujourd'hui, vont devenir presque vitaux pour que les entreprises soient capables de s'adapter au XXIe siècle. Et donc, la veille et la prospective sont là aussi des outils qui participent à cette transformation, et en particulier la veille collaborative quand elle est en réseau en interne, en faisant participer les différentes directions métiers, le top management, les opérationnels, dans la capacité à identifier dans l'environnement les changements, les opportunités, à entrer en réseau avec des acteurs qui ne parlent pas forcément le même langage, qui sont sur des secteurs différents. Ça va devenir une compétence d'entreprise qui fera certainement la différence demain. Et c'est d'ailleurs, entre autres, pour ça qu'avec la DTEM, on a mis en place l'Observatoire de l'évolution du métier du marketing, conjointement avec une vingtaine d'autres observatoires qui permettent d'avoir une approche très pluridisciplinaire pour décrypter les transformations métiers, sectorielles, technologiques. Désormais, quel que soit le métier de chacun ou le secteur, on peut plus se permettre de ne pas observer ce qui se passe dans la direction d'à côté ou dans le métier qui, a priori, n'a rien à voir, mais qui, demain, sera nécessaire pour pouvoir co-construire des solutions qui ne soient pas uniquement le nez dans le guidon et dans notre silo, mais en création de valeur, comme ça, en écosystème, qui permettent d'avoir aussi une vision sur l'impact sociétal et environnemental. Oui, on parle d'agilité des entreprises, c'est le mot, le buzzword à la mode en ce moment. Pour ceux que ça intéresse, il y a un bouquin hyper intéressant qui est Build to Suck de Joseph Jaffe, qui est un Américain qui a écrit sur le mélange des startups et des grands groupes qui fonctionnent pas en fait, et pourquoi les grands groupes ou certains grands groupes disparaissent alors qu'ils étaient un empire économique. Il y a notamment l'exemple de Kodak, mais il y en a d'autres.
parce que n'arrivent pas ou elles ne veulent pas s'adapter. Et les entreprises, les startups qui sont tout à fait dans la veine de ce que tu décris, c'est un peu l'huile et l'eau. Les mettre dans des grands groupes, c'est mettre un petit truc plein d'énergie dans un grand bain qui est un peu tiède, donc ça perd de son énergie. Donc la question est comment j'adapte ma grande entreprise au fonctionnement plus agile qui a l'air de fonctionner pour les petites. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant. Autre phénomène, Delphine, est-ce que sur le côté repos ou omnicanal, les parcours clients et le rôle du commercial, Thibaut, vous avez quelque chose à raconter là-dessus? Alors, juste avant, Élie, pardon, Delphine, il y a Marie-Pierre qui te demande de répéter la référence du livre que tu as cité. Je vais la mettre dans le chat. Ok, pardon. Et on avait une question de Célia aussi qui disait donc la vraie question est comment obtenir la participation des équipes et collaborateurs démotivés par le cercle vertueux d'action participative. Donc moi, ma réponse, ça serait notamment de mettre à disposition des outils qui permettent d'accélérer la veille parce que la veille, c'est chronophage. Et qui viennent ensuite nourrir donc la réflexion des collaborateurs, qui viennent la motiver pour aussi agir directement dans leur action de tous les jours, mais aussi qui viennent nourrir les discussions en interne. Parfait. Alors, sur le parcours client, oui. Donc, sur le parcours client, ce qui a changé là avec la phase qu'on vient de vivre, c'est que évidemment, il y a eu beaucoup plus de présence en ligne puisque les gens étaient confinés chez eux. Et maintenant, certaines habitudes ont été prises. Donc, ça vaut le coup de réfléchir justement à ces canaux, donc que ça soit des physiques ou aussi en digital. Donc, petit rappel, les canaux de communication, c'est tous les points de contact qu'on a avec les prospects et clients. Ça peut être par exemple en digital LinkedIn, c'est un point d'être sur LinkedIn quand on fait du B2B en général. Ça peut être aussi YouTube, par mail, par chatbot sur votre site, mais aussi donc les autres points de contact, magasins, courrier, événements, etc. Donc, avec la période aussi dans laquelle on est, c'est important de rassurer. Et rassurer, ça passe aussi par être justement présent sur plusieurs canaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous positionne comme un acteur de référence, et notamment avec le digital, puisqu'on voit qu'il y a des phénomènes de groupe. En fait, vos prospects et clients, ils vont voir qu'effectivement, vous interagissez, que vous êtes suivis par d'autres entreprises. Et donc, forcément, ça vous légitimise davantage dans votre domaine. C'est important aussi pour rester dans la durée, dans l'esprit des prospects et des clients, de régulièrement interagir avec eux sur ces différents canaux. Et puis l'idée, c'est aussi d'être réactif. Donc en étant sur ces différents canaux, vous êtes au bon moment, au bon endroit, sachant qu'il y a cette attente de réactivité de plus en plus puisqu'on l'a dans notre vie personnelle. Voilà. Donc repos, l'idée, c'est souvent les clients en fait se renseignent online et puis ensuite ils vont acheter donc soit online mais aussi à l'extérieur. Donc là, cette période, le takeaway, ça serait de réfléchir à votre stratégie. Est-ce que vous êtes bien sur les bons canaux? Est-ce que ça n'a pas changé quelque chose, Thibaut parlait de l'exemple de la peinture, où effectivement, il s'est rendu compte que cet entrepreneur qui pouvait aussi vendre online et que ça marchait très bien. Oui, il y a pas que le fait d'être sur plusieurs canaux, il y a le fait d'être en omnicanal, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de coordonner parfaitement, on parle de sans couture, les transferts entre les différents canaux. Ça, c'est un point important. Et notamment l'interaction avec la partie commerciale. Thibaut, est-ce que l'arrivée du commercial ou la recherche en ligne et toute la partie digitale en amont de la présence du commercial, est-ce que ça change quelque chose de fondamental ou c'est juste l'évolution naturelle? Alors, c'est toujours changer dans la continuité. Donc, on est dans l'évolution. Ce qui change, c'est que le commercial doit avoir en premier contact une écoute nettement supérieure puisqu'il est d'abord dans où est-ce que vous en êtes dans votre process, vous, monsieur le client, vous, mon héros. C'est où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme étape? Et une fois qu'on a cette situation-là, partir de ce moment-là et accompagner le prospect pour
révéler son besoin et arriver à la prise de décision, la signature. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme on est en visio pour une grande partie, de plus en plus, on n'a pas la même interaction, verbale, paraverbale, non-verbale. On n'a pas la même interaction avec les prospects. Et en plus, il y a un temps de concentration qui est plus restreint. Et donc, il y a une attente qui est d'être beaucoup plus précis dans son message, dans son vocabulaire, beaucoup plus travaillé. Et une des invitations vraiment que je vais faire, et c'est vraiment un retour de cette période et des échanges entre directeurs commerciaux, c'est travailler à fond son sales playbook et le faire vivre. Parce que ça oblige à avoir un vocabulaire très précis et très impactant. Parfait. Tout justement, on parlait d'évolution continue et puis de maîtrise du temps, puisque le temps plus court d'attention impose d'être plus précis et plus impactant. Brigitte, sur cette partie de est-ce que je fais le Big Bang ou j'évolue en permanence de manière agile par des petits pas, un commentaire? Oui, enfin moi c'est vraiment ce que je dirais le grand enseignement de cette période relativement courte mais très très intense que nous venons de vivre et qui n'est pas terminée, c'est la relation au temps. C'est-à-dire il a fallu effectivement très très vite transformer une entreprise, donc nous sommes 1600, oui, 1600. Donc transformer des secteurs administratifs, de l'usine, des ateliers, différents environnements d'entreprise. Et ça, c'est fait. Il a fallu passer au digital pour une grande partie des personnes qui avaient une certaine approche du digital, mais pas forcément une certaine pratique. Et ça, c'est fait. Alors, évidemment, je suis plutôt de nature assez optimiste, et peut-être vous le sentez déjà, et donc j'y vois une formidable opportunité. Donc, je dis, non seulement on se transforme, mais après tout, si on regarde bien peut-être les 20 à 30 dernières années derrière nous, il est certainement très, très rare parmi nous d'avoir des personnes qui ne se sont pas changées elles-mêmes ou n'ont pas vu leur environnement changer. Donc, le changement est vraiment l'énergie qui nous pousse. Et dans ces moments-là, on s'aperçoit finalement, on se dévoile différentes natures de changements. Ces changements sous forme d'agilité, ces changements sous forme qui prennent différentes formes, qui forment des formes de curiosité et surtout qui sont toujours liées à une capacité d'adaptation. C'est un peu le tapis sous les pieds d'Alice qui s'accélère. Et la question est, où est la bonne position pour voir tout ça? Parce que finalement, avec le numérique, le nombre d'informations est extrêmement exponentiel et le nombre de paramètres à prendre en compte pour toute stratégie, que ce soit commerciale, marketing ou d'entreprise, est beaucoup plus important et avec un facteur prudentiel beaucoup plus fort ou d'affinité avec le risque beaucoup plus fort, ça dépend comment on regarde la chose. Donc, où est la bonne place? Et si finalement la bonne place, c'était la nôtre, c'est-à-dire l'intérieur de nous-mêmes et se prendre nous le temps de se mettre un peu en dehors de ce qui se passe, d'avoir un regard sur tout ce qui est en train de se produire et de ne pas se laisser pousser par le temps, mais de regarder tout ce qui arrive, de bien identifier tout ça, d'en comprendre la teneur pour pouvoir réorganiser dans son quotidien, dans sa pratique marketing et avec des commerciaux qu'on a découverts avec plus d'appétence pour le marketing pendant ces dernières semaines, je pense, de co-construction de solutions, de voir en quoi cette crise nous a enrichis et pour moi, ça passe vraiment par et c'est contre-intuitif, je l'admets tout à fait, de se retirer un peu de ce temps très très rapide pour mieux voir comment est-ce qu'il fonctionne et voir ainsi
se donner les chances d'anticiper, même si c'est rapide, se donner les chances d'être au bon moment, au bon endroit avec le bon message. Ça, c'est notre credo marketing. Mais au-delà de ça, la transformation numérique qui est en train de se faire nous oblige à pas, je pense, partir uniquement en course contre la montre. On perdrait de toute la qualité et toute la richesse de ce qui a été découvert dans ce moment-là, le besoin de travailler ensemble, le besoin de se co-construire, la finitude du fait que notre écoute, à partir du moment où on ne peut plus voir la personne, est limitée à certains mots, à la voix, alors que la présence nous enrichissait d'autres choses, de beaucoup d'autres choses qui aujourd'hui nous manquent. Et là, il faut trouver vraiment, prendre le temps de réfléchir à ça et à être ambitieux, vouloir s'en rendre maître. En conclusion, prendre le temps quand on l'a pas, c'est effectivement contre-intuitif, mais c'est tout à fait utile. On va conclure sur l'intelligence collective dont on a fait preuve pendant cette heure-ci et puis avant, pendant le hackathon. C'est des expériences tout à fait enrichissantes. Sur les 158 inscrits au hackathon, j'en connaissais à peine une dizaine. Donc, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous échangez des points de vue. Ça permet d'être créatif et d'avoir cette construction, cette co-construction d'un cerveau collectif tout à fait intéressant. Je vais vous mettre dans le chat, le lien vers le lien vers le document qui permet de regarder les 130 pages de production qui ont été faites pendant ce hackathon. Donc ça a été produit en 48 heures et puis un peu plus pour la mise en page et la finalisation du doc, mais ça a été dans un temps très court. Tous ensemble, on a pu produire un livrable. J'invite les gens qui sont en entreprise de reproduire ça au sein de leur entreprise ou dans leur écosystème avec leurs clients, leurs fournisseurs, pour faire échanger les gens sur le champ des possibles pendant cette crise et maintenant qu'on commence à en sortir sur les nouvelles manières de collaborer. Merci de votre attention. Et puis, pour conclure, je vous donne les résultats. Alors, sur le podium des effets bénéfiques de la crise, il y a l'accélération de la transfo digitale. On n'est pas tout à fait statistiquement fiable, mais c'est intéressant. Donc, en tête, la transfo digitale. Puis, il y a la réflexion de l'entreprise sur sa raison d'être et sa stratégie en deuxième, et tout justement la collaboration au sein de l'écosystème en troisième. Ça, ce sont les trois choses marquantes qui probablement vont rester même après la crise. Merci à tout le monde, merci à tous les intervenants et en ligne tout le monde. N'hésitez pas, on reviendra vers vous avec de nouvelles dates pour les activités du club B2B de la DTEM. Il y a déjà plein d'autres choses, d'autres clubs qui font des restitutions du hackathon et des prolongations de cet esprit de hacker la crise. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.